Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause mentale. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau en parlant du stress. Alors le stress, on pourrait en faire plusieurs saisons avec plusieurs épisodes au milieu, tellement il y aurait de choses à dire. Donc l'ambition de cet épisode, c'est de vous faire comprendre ce qu'est le stress et je vous le dis tout de suite, c'est de réhabiliter un peu le stress chez vous, c'est-à-dire de lui redonner toute sa valeur, j'ai envie de dire, toute son importance et ne pas le considérer comme un ennemi absolu, comme quelque chose à absolument abattre. Donc pour ce faire, je vais d'abord tâcher de vous expliquer ce qu'est le stress. Ensuite, on va essayer de vous donner des outils pour évaluer ce stress, pour essayer d'être un peu plus fin avec cette notion-là. Et dans une dernière partie, de vous donner quelques techniques et outils pour apprendre à le gérer son stress. Donc on peut parler de gestion du stress, d'une diminution du stress, d'une acceptation du stress. Mais en tout cas, déjà, quand on aura compris et évalué son degré de stress, on verra que, comme pour beaucoup de choses, une fois qu'on a travaillé en amont, qu'on a travaillé un peu les causes, eh bien, la conséquence qui est ici le stress sera beaucoup moins importante à travailler. Vous allez comprendre mon propos au fur et à mesure du podcast. Donc d'abord, c'est quoi le stress ? Donc le stress, c'est un phénomène complexe, dans lequel intervient notamment des mécanismes physiologiques, psychologiques et comportementaux, et les uns étant bien sûr en relation avec les autres. La définition du stress, elle est assez récente, plus ou moins, elle a 90 ans. Donc elle a été mise au point en 1936 par l'endocrinologue canadien Hans Selye, qui est considéré comme le père du concept scientifique du stress. Et lui, il le définit comme ceci, c'est une réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite, dans le but de maintenir un état d'équilibre ou d'homéostasie. État d'équilibre, homéostasie veut dire plus ou moins la même chose. Donc l'homéostasie est la capacité du corps à revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple d'un entraînement. Vous faites un entraînement sportif, vous allez faire un tennis, un paddle comme c'est la mode. Votre sortie de course à pied, vous allez stresser votre organisme. Vous allez du coup baisser de niveau. Vous allez faire baisser votre niveau parce que vous allez créer de la fatigue. Donc vous n'allez pas vous... Le gain ne se fait pas à l'entraînement, mais à la récupération, donc au retour à l'équilibre, quand vous allez vous reposer le soir, la nuit, etc., vous réalimenter. Et c'est là que le corps va le corps active naturellement son mécanisme d'homéostasie pour revenir à l'équilibre et surcompenser, c'est ce qu'on va venir chercher dans les phases d'entraînement intensives, surcompenser pour se préparer. Notre cerveau est prédictif, le corps est adaptatif, donc le cerveau va anticiper la même chose si ce n'est pire, donc il va surcompenser, il va demander au corps, je le dis en vulgarisant comme ça, un tout petit peu plus, donc le surcompenser, pas le compenser, le surcompenser, pour être capable d'y faire face une nouvelle fois éventuellement. Donc pour revenir au stress, ce que nous dit Hans Selye, c'est que peu importe que la source de ce stress soit positive, ce qu'il a appelé le stress, EU stress, ou négative, le distress. Donc pour ceux qui parlent un peu anglais, distress, détresse, ça vient de là. Donc que la source soit positive, eustress ou négative, distress, le corps réagit par une série de réponses physiologiques identiques. Le corps ne fait aucune différence. Donc mobilisation d'énergie, tension musculaire, sécrétion de cortisol, etc. Aucune différence. La seule différence sera mentale, où on aura une sensation de plaisir parce que c'est un stress positif ou négatif. La réponse physiologique ne prend en aucun cas compte de ce positif ou ce négatif, il répond toujours de la même manière. C'est pour cela notamment que
un stress positif répété aura les mêmes conséquences qu'un stress négatif répété plus ou moins. Donc, comme je l'ai dit juste avant, les réactions, ça met en branle 3 types de réactions. Les réactions cognitives, donc notre capacité de cognition, à penser, à agir, à réfléchir, à émettre un raisonnement, nos capacités, nos réactions émotionnelles et physiologiques, et ensuite nos réactions comportementales. Et ces trois réactions étant interdépendantes les unes des autres, vont s'alimenter les unes aux autres, et c'est comme ça qu'on peut soit arriver à des états de stupéfaction, on ne trouve plus ses mots, on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à penser, on arrive dans un état de stress très fort, comme par exemple devant un jury, si on présente un examen, etc. On peut avoir ces états-là où tout ce qu'on sait, on ne le sait plus parce que tout est figé. Mais on peut aussi avoir cet état-là, le même état devant un paysage absolument extraordinaire, où on est bouche bée et on n'a plus rien à dire et on est juste passif devant une beauté extrême comme ça. Voilà, ça peut aussi arriver dans ces cas-là. Donc, encore une fois, aucune différence, que ce soit positif ou négatif, le corps réagit de la même manière. Maintenant, pour comprendre le stress, son mécanisme est assez simple, on va dire dans les grandes lignes. On va distinguer, pour le comprendre, 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. Donc, c'est la phase où on reçoit le fameux stimulus qui va générer le stress chez nous. Donc, ce stimulus va créer une phase d'alarme où l'organisme va percevoir donc un agent stresseur. Il va donc mobiliser des ressources via des réactions chimiques immédiates, adrénaline et cortisol, pour y faire face. Donc, cette phase d'alarme va durer plus ou moins quinzaine, vingtaine de minutes. Et c'est là, vous avez peut-être déjà entendu parler de mode qu'on va enclencher, le mode fight or flight, qui a été complété un peu plus tard, quelques années plus tard, par freeze. Donc fight, le combat, flight, la fuite, et freeze, le mode statut, le mode figé. Et ça, c'est typiquement le fonctionnement du système sympathique qui est pleinement en action. Donc ça, c'est la phase d'alarme. Suite à cette phase d'alarme, qui va faire monter un peu, il faut imaginer dans une courbe qui monte, on va avoir une phase de plateau, et cette phase de plateau va s'appeler la phase de résistance. Et si le stress se prolonge, l'organisme va donc s'adapter à ce stress, parce qu'il va y avoir tout un tas de réactions chimiques qui se mettent en place, et il faut bien s'adapter. Donc, le corps s'adapte, il résiste, il va résister à ce stress, mais cette résistance a un prix et a un coût énergétique très fort. C'est-à-dire que on peut fonctionner, on va dire, entre guillemets, normalement, mais au prix d'une haute dépense énergétique interne. C'est pour ça que dans la phase d'après-stress, on va pouvoir ressentir une très grande fatigue. C'est parce qu'on aura employé d'énormes ressources énergétiques pour maintenir notre état pendant cette phase de résistance. Et c'est ici aussi, c'est sur ce deuxième point qu'on va, nous, avoir le plus d'outils pour agir, pour rester le moins longtemps dans cette phase de résistance. Pour ça qu'on parle d'acceptation. Donc si on ne résiste plus, on est dans l'acceptation. Et puis si on est dans l'acceptation, on peut passer à la suite, c'est-à-dire on peut passer au retour, au fonctionnement à peu près normal. Et du coup, éviter le surcoût énergétique qui dépend de cette phase de résistance. Plus, on va dire très simplement, plus la phase de résistance est longue, plus le coût énergétique est long. Ça, c'est évident. Troisième phase, la phase d'épuisement. Donc là, on a atteint notre plateau avec la phase de résistance et ça redescend. Phase d'épuisement. Et plus le stress aura perduré, plus l'organisme va épuiser ses réserves. Et cela peut amener évidemment des troubles physiques, émotionnels, psychiques. Et quand cela devient chronique, on va parler de burn-out, de douleurs chroniques, d'anxiété chronique, etc. Donc, comme toujours, dès que vous entendez le mot chronique, en général, c'est pas bon signe. Et là, il faut s'inquiéter. Donc vous voyez bien, nous, on va avoir plusieurs angles de travail sur ce stress. Donc, on va avoir des exercices qui vont travailler sur le fond, sur la base, sur notre stressabilité. Donc, notre stressabilité, on voit bien qu'elle est jamais la même. Si vous êtes en vacances pendant 15 jours au bord de la mer ou à la montagne, là où vous êtes le mieux, avec un stress proche de 0 pendant 15 jours, on vous annonce quelque chose de pas cool.
je pense que vous allez le prendre d'une certaine manière. Vous prenez la même information et on vous la délivre à un moment de votre vie où vous êtes complètement sous l'eau, où vous avez un stress aigu, où vous dormez mal, où vous avez énormément de travail, où vous avez beaucoup de décisions à prendre, où les choses ne se passent pas comme vous voudrez. Vous voyez bien que les décisions, vous ne les prenez pas de la même manière et vous les encaissez pas de la même manière. Donc ça s'appelle la stressabilité. Donc l'idée aussi d'une préparation mentale sur le thème du stress, évidemment, va être déjà de travailler sur cette base-là, sur cette base de stressabilité avec différents exercices, différentes manières, différentes prises de conscience, etc., etc. La prise de conscience étant l'outil numéro un, parce que si on est stressé mais qu'on n'en a pas conscience, on ne va pas pouvoir faire la suite, évidemment. Donc on va pouvoir travailler sur ce premier plan, on va pouvoir travailler sur la phase de résistance, parce que psychologiquement, on est construit comme ça depuis des milliers d'années. S'il y a les phases d'alarme qui nous font, des agents stresseurs qui nous font avoir cette phase d'alarme, eh bien, c'est tout à fait naturel et c'est, d'ailleurs, à la base, c'est quand même, ce qui nous permet de rester en vie. Eh bien, le but, c'est qu'une fois que la phase d'alarme est passée, de ne pas rester dans la phase de résistance, donc sur cette espèce de plateau de stress, trop longtemps. Parce que plus on va y rester longtemps, plus on va consommer de l'énergie, et moins on va être apte à prendre des décisions, à passer à l'action, etc., etc. Donc on va avoir des outils aussi pour cette phase-là, pour éviter naturellement d'avoir cette troisième phase qui est la plus pénible, la phase d'épuisement, où on n'a plus rien dans les chaussettes. On a un modèle assez simple, que j'aime bien utiliser parce qu'il est très parlant, c'est le modèle CINE, donc comme l'abréviation du cinéma, hein, CINE, CINE. Le C étant pour le contrôle faible. En fait, c'est pour comprendre ces facteurs de stress. Le premier, ça va être le faible contrôle, le sentiment de ne pas avoir de prise sur la situation. Donc le stress va monter, j'ai différents exemples à vous donner. Vous êtes dans les embouteillages, vous êtes en retard, le stress monte, vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Vous avez des délais imposés, il y a un imprévu, pas de contrôle sur un imprévu. Vous dépendez des décisions des autres, vous êtes complètement dépendant, donc vous êtes dans le contrôle le plus faible possible. Le cerveau, par essence, déteste cette imprévisibilité ou cette incertitude parce que lui, il est prédictif. Donc son job, si je peux le dire comme ça, c'est de prévoir toujours ce qui peut arriver pour tout simplement assurer votre survie à la base. Il est là pour ça, donc il anticipe, il prédit, c'est son boulot. Il a 22, 25 000 pensées par jour. 98% de ses pensées sont les mêmes qu'hier, seront les mêmes que demain, parce qu'il est là, il tourne en permanence pour trouver des solutions, pour anticiper, pour ne pas se retrouver face à une situation imprévue. Donc c'est normal qu'il soit mis dans cette situation-là. Donc c'est normal qu'il émette ce stress-là quand il ne connaît pas. Donc moi déjà, je pense qu'à partir du moment où on connaît un peu cette pédagogie, on peut être un peu plus détendu sur cette notion-là. Donc premier élément pour comprendre le stress, le contrôle faible. Deuxième élément important, le I pour imprévisible. L'imprévisibilité, tout ce qu'on ne peut pas anticiper. Par exemple, je sais pas, vous avez passé des résultats médicaux importants, vous attendez les résultats. Il y a une réaction inattendue d'un collègue ou d'un proche, la météo qui est incertaine pour votre sortie ou pour votre course, tout ce qui est imprévisible va vous causer du stress parce que ça va faire travailler votre machine, votre cerveau à prédire quelque chose qu'il ne peut pas prédire et donc qui est imprévisible. L'imprévisibilité, donc par définition, empêche le cerveau de faire son job correctement et donc de se projeter. Il va rentrer donc en état de vigilance et va activer la réponse de stress. Encore une fois, ici, on a des outils, bien sûr. L'outil numéro 1 qui va être utilisé à cet endroit-là pour cette problématique bien précise, que vous connaissez déjà, j'imagine, les routines. Les routines sont là pour recréer de la prévisibilité pour le cerveau et de le rassurer parce qu'on lui donne ce qu'il veut. Il veut prédire, il veut prévoir, donc nous, on va construire des routines dans lesquelles il va être à l'aise dedans, dans lesquelles il va se sentir à l'aise. La visualisation, ça va très bien marcher aussi à ce moment-là. Et on a d'autres exercices de pleine conscience, de méditation, active ou passive, pour être dans cette acceptation de l'incertitude. Donc là, on a beaucoup d'outils pour utiliser, à utiliser sur que ce soit le contrôle faible qu'on a juste avant ou l'imprévisibilité, on a énormément d'outils en préparation mentale c'est plus ou moins la base du travail qu'on va faire sur le stress.
Le N de ciné pour tout ce qui est nouveau. Donc toute situation nouvelle est analysée comme potentiellement menaçante pour notre cerveau prédictif, encore une fois. Je vous donne encore quelques exemples. Votre premier jour de boulot dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail, va être beaucoup plus stressant que le centième. Si toute chose égale par ailleurs, il y aura peut-être pas grand-chose qui aura changé. La seule différence, ce sera que ça sera que le premier jour est le jour de la nouveauté, donc de la découverte, donc de l'imprévisibilité totale. Évidemment, ça se recoupe avec les autres points qu'on a vus plus haut. Un changement d'environnement, là, une première compétition. Si on parle de sport, de trail, le passage sur une distance, j'ai l'habitude de faire 20-40 km et je me suis inscrit sur un 80 km. Je ne sais pas comment mon corps va réagir, je ne sais pas comment mon cerveau va réagir, est-ce que j'aurai mal aux pieds, etc., etc. Comment la météo va tourner sur plus de 10 heures d'effort, etc., etc. Donc, encore une fois, la nouveauté est un facteur de stress aggravant. Quand je dis aggravant, c'est pas dans le sens de grave, hein, c'est juste que ça va ajouter du stress. Donc le cerveau, encore une fois, par instinct de survie, interprète le nouveau comme de l'incertitude, donc comme une potentielle menace. Donc il passe en mode vigilance, donc en stress. Encore une fois, plusieurs outils ici pour se familiariser à l'avance avec de la nouveauté. Visite, repérage des lieux. Aujourd'hui, on a Google, Street View, etc. Donc, on peut visualiser les lieux, par exemple, d'une course. Je prends des exemples de courses comme je prends l'UTMB, les Templiers, avec des musiques de départ qui sont très prenantes, qui créent vraiment une émotion très particulière. Eh bien, vous pouvez, avec le nombre de vlogs qui ont été faits sur ces courses, vous faire des visualisations très très fortes, très importantes, grâce aux vlogs qui ont été faits, en vous rentrant dans une méditation passive et en vous visualisant avec la musique, avec le compte à rebours, pour justement que le jour que ce soit où vous êtes en vrai, que ce soit pas la nouveauté et que ce soit quelque chose de connu pour le cerveau. Encore une fois, tout le monde est différent. Il y a des personnes qui vont chercher cette nouveauté. Il y a des personnes qui veulent absolument, par exemple, sur de l'ultra-distance, à pied ou même à vélo, ne regarderont pas beaucoup, pas du tout, hein, mais ne regarderont pas en détail le parcours pour avoir ce côté découverte, ce côté aventure qui va être pour eux un puissant moteur. Donc encore une fois, ce que je dis là n'est pas une fin en soi, c'est pas un absolu que tout le monde doit respecter. Tout le monde réagit différemment, évidemment. Pour certains, de planifier tout va être une source de stress, justement. Et en dernier, la dernière lettre de notre modèle ciné étant le E pour ego. À partir du moment où l'ego va se sentir menacé, qu'on va se sentir menacé dans son sentiment d'identité, dans ses valeurs personnelles, où on va remettre en doute nos compétences, eh ben, on va se sentir menacé. Les exemples vont être assez simples, hein. Si on nous fait des feedbacks négatifs, des jugements un peu désagréables, si on commence à avoir peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, tout ça, c'est quand notre ego se sent menacé. C'est un des déclencheurs les plus puissants de stress chez les sportifs, mais aussi chez les élèves, chez les professionnels, chez les entrepreneurs, etc., chez les travailleurs. Cet ego menacé est la cause d'énormément de querelles, si on peut dire ça comme ça. Quand notre ego est menacé, c'est notre identité, c'est nos valeurs. On a vraiment la sensation de devoir se défendre coûte que coûte parce que nos valeurs se sentent menacées par peut-être les valeurs d'une autre personne qui ne sont pas les mêmes que nous. Et là encore, on a pas mal d'outils et surtout l'outil principal dans ce cas-là, c'est le travail sur l'estime de soi, qui ne sera pas la même chose qu'un travail sur la confiance en soi, bien que ce soit lié et assez interdépendant. Ça peut être interdépendant dans certains cas, mais le travail sur l'estime de soi va être important car il touche vraiment notre intériorité. Le travail sur la confiance va beaucoup plus être sur des notions de compétence, des notions d'être dans l'action. L'estime, c'est plutôt du sens différencié, je fais une erreur, de je suis nul. Voilà. J'ai fait telle erreur et pas je suis nul, j'ai raté ma course. Voilà. C'est un peu comme on va un peu recadrer la notion d'échec dans ces cas-là. Donc voilà, ce modèle, on peut donner plein d'exemples. Ce modèle ciné, il est très simple, il est facile à comprendre et il peut aider à faire une pédagogie de la compréhension des facteurs de stress. Et vous allez pouvoir voir à quel endroit vous êtes plus ou moins perméable justement à ce stress. Est-ce que c'est plutôt au niveau du contrôle faible? Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'imprévisibilité, de la nouveauté, de l'ego? Voilà, en tout cas, ce modèle,
il vous fournit une grille de lecture assez puissante pour comprendre vos facteurs psychologiques qui déclenchent du stress. On va différencier deux stress. Le stress adapté du stress inadapté. Le professeur Louis Cros précise que ce stress, défini par l'ensemble des réactions physiologiques, psychologiques, comportementales, sont utiles et nécessaires pour faire face et s'adapter à toute situation. C'est pour ça que j'ai commencé ce podcast en vous disant que mon but était de réhabiliter le stress dans l'esprit des gens, parce que le stress n'est pas quelque chose à abattre, absolument. C'est quelque chose à comprendre et à gérer, mais c'est pas quelque chose à faire disparaître, absolument pas. Je pense que sans réaction stressante, ce serait très compliqué de vivre. Donc, que fait le stress? Adapter. Il va focaliser l'attention, stimuler des capacités de raisonnement, des capacités de jugement, nous faire fonctionner plus vite, va permettre une mobilisation de l'énergie nécessaire à l'action et va déboucher sur des comportements adaptatifs. Donc comportement adaptatif égale action égale le corps, aussi le mental évidemment, mais tout ça aura été permis parce que le cerveau, le mental, aura été prédictif, aura reçu un stress et aura déclenché les mécanismes pour répondre et donc pour s'adapter à ce stress. On parle donc là de stress utile, adapté, qui est un moteur, un vrai boost pour nous aider dans nos actions. À la différence du stress inadapté, qui déjà, ce stress étant déjà coûteux en énergie physique et psychique, qui plus se prolonge, plus gagne en intensité et va rencontrer lui-même d'autres facteurs stressants. Le stress étant en lui-même un facteur stressant, c'est-à-dire que le stress va entraîner le stress en voulant ne pas l'être. C'est ce qui est un peu terrible. Et du coup, on va un peu déborder nos possibilités d'adaptation et les saturer. Et c'est là que ça peut entraîner justement l'apparition de réactions un peu pathologiques de désadaptation, agitation, dialogue interne négatif. Donc, qu'est-ce qu'on se raconte? On va pas se raconter des choses, on va pas avoir un dialogue, un jugement de soi-même très positif, on va être plutôt dans le négatif. Découragement, peur, tristesse, sensations physiques désagréables, etc., etc. Donc on va parler ici de désadaptation qui peut résulter d'un phénomène d'hyperstress ou d'hypostress à certains moments de la journée. Si vous voulez faire une sieste, quand vous allez vous coucher le soir, il vous conseille largement d'être en hypostress et c'est ce qu'on va chercher. De faire baisser ce niveau de stress et de diminuer l'activité de notre système sympathique pour faire, au contraire, pour activer un maximum le système parasympathique et rentrer dans une phase de sommeil reposante, de digestion, etc., d'apaisement. Et du coup, l'hyperstress qui va être au-dessus, du coup, entre les deux, il y aura une zone qu'on peut appeler zone de vigilance active, qu'on utilise dans les TOP, dans les techniques d'optimisation du potentiel. On appelle la zone du milieu la zone de vigilance active, la zone de réalisation de l'action, la zone qu'on va chercher à atteindre le plus souvent. On peut aussi l'appeler la zone de flow, etc., etc. Et au-dessus de ça, on aura l'hyperstress, donc le stress qui va rester un petit peu bloqué sur cette phase de plateau qu'on a vu un peu plus tôt. Donc oui, le stress, c'est une interaction, hein, vous l'aurez compris, c'est une interaction entre une personne et un environnement. Et la stressabilité dont je vous ai parlé, sur ce sur quoi on va beaucoup travailler en préparation mentale notamment, la stressabilité, c'est votre tendance à vous stresser. Une même stimulation n'aura pas le même impact selon qu'elle survienne chez une personne fortement stressable ou chez une personne ayant développé des capacités d'adaptation. Donc en fait, plus vous êtes adaptable, moins les stresseurs auront de conséquences long terme. Ce qui ne veut pas dire que vous ne ressentirez plus le stress, ce qu'on ne cherche absolument pas à faire, mais de se rendre adaptable au stress, c'est-à-dire de redonner au corps sa capacité d'adaptation maximale, c'est-à-dire que le cerveau va prédire, à un moment il va rencontrer un facteur stressant et en développant notre adaptabilité, on va permettre à son corps justement de s'exprimer comme il est censé le faire. Et on va en fait, c'est une manière de redonner à notre corps le maximum de ses capacités d'adaptation. Et c'est vraiment une machine qui s'auto-alimente en fait. C'est une machine, le stress, qui va s'auto-alimenter et qui va aussi avoir un impact sur la perception qu'on a du stress. Je m'explique. On a un modèle qui s'appelle la double évaluation, qui a été mis en place par Richard Lazarus. La double évaluation du stress précise justement que les réactions dépendent de l'évaluation que la personne fait de la situation qu'elle rencontre. Et ça a été un peu une révolution parce que ça a introduit
l'idée d'une perception. Donc on n'est plus sur une évaluation scientifique de quelque chose de calculable, mais on est sur quelque chose de perçu. Donc vous comprenez bien la différence. Vous avez une situation et des capacités, ce que je vous disais tout à l'heure. Le stress, c'est une interaction entre une personne et son environnement. Donc une personne avec des capacités et l'environnement étant les situations. Cette notion de perception va déjà dire que l'environnement, la situation rencontrée, elle est perçue comment? Comme une menace, elle est perçue comme facilement surmontable, difficilement surmontable, etc. Déjà, on n'est plus sur quelle est la situation, on est comment je perçois la situation. Et on va mettre la même situation devant 100 personnes, il y aura peut-être 100 perceptions différentes de cette situation. Donc là aussi, on a beaucoup de possibilités de travail sur cette notion de perception des choses en préparation mentale. En face de ça, on va avoir donc ce rapport entre l'environnement et l'humain, donc la situation que je rencontre et mes capacités. Et là encore, c'est pas la différence entre la situation et les capacités, mais c'est entre la perception de la situation et la perception de mes capacités. Encore une fois, le travail sur l'estime de soi et la confiance en soi est prépondérant ici, évidemment, et le développement des capacités propres. C'est l'idée, en fait, qu'on va se faire de soi-même. C'est pas ce qu'on est vraiment, c'est l'idée qu'on a de soi. C'est la perception qu'on a de nos capacités à faire face à une situation qui va être le plus prépondérant à notre capacité à réagir. Donc vous voyez toute la différence. On n'est plus sur quelque chose de scientifiquement écrit, de carré, de cadré. On est sur quelque chose d'un peu plus évasif, de la perception qu'on a des choses. Et la même personne, nous-mêmes, on peut avoir des perceptions différentes d'une même action en fonction des moments où on se trouve de nos vies, de notre journée, etc. Et c'est là que justement, que les outils deviennent hyper importants. Et les méthodes avec lesquelles moi je travaille sont issues notamment des TOP, des techniques d'optimisation du potentiel, qui permettent de travailler sur les deux composantes de cette équation que je vous ai montrée, les stresseurs d'un côté et la stressabilité de l'autre. Et le but de ces techniques étant, in fine, de rééquilibrer la balance entre les ressources perçues, donc nos capacités pressenties, et les exigences perçues, encore une fois, de la situation. Et dans ces outils, je peux vous les citer, évidemment, on va travailler le dialogue interne, les ancrages, des exercices de respiration, car c'est le seul outil pour travailler la base de notre système nerveux autonome, le recentrage, l'imagerie mentale, la représentation multisensorielle, la dissociation, la méditation en pleine conscience, des mantras, etc., etc. Il y a beaucoup d'outils. Mais encore une fois, les outils, c'est bien. En général, le client veut que je lui parle d'outils, mais avant de parler d'outils, je parle justement de pédagogie, de ce que je suis en train de faire avec vous maintenant pour comprendre. Déjà, quand on a compris le fonctionnement, on n'est pas en lutte contre soi-même, on n'est pas en lutte contre ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc je vais passer assez vite maintenant. On dénombre 3 stratégies. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ou pas, les stratégies de coping. Les stratégies de coping dans les sports d'endurance, c'est des techniques notamment utilisées pour faire face au stress, à la douleur, à la fatigue, aux pensées négatives pendant des efforts prolongés. En général, quand on fait des sports d'endurance, ce sont des efforts prolongés. Et elles sont justement essentielles pour maintenir les performances mentales et physiques dans la durée. Donc ces stratégies de coping, on en dénombre 3 types. Stratégies de coping centrées sur le problème, donc comment agir concrètement pour améliorer la situation. Des stratégies de coping centrées sur les émotions, donc comment gérer l'état émotionnel lié à ce stress, à cet inconfort, etc. Et des stratégies de coping centrées sur l'évitement, donc objectif, éloigner momentanément l'esprit de ce qu'on est en train de traverser, donc de la difficulté qu'on traverse. Ça peut être par de la distraction. En général, c'est justement par de la distraction. Ça peut être écouter de la musique, et ça peut être pour changer le focus. Notre niveau d'attention, notre attention est limitée. Donc, si on éloigne son attention de cette difficulté momentanément traversée, eh bien, nous pourrons, si on oriente son cerveau vers quelque chose d'autre, la respiration, compter les pas, imaginer, faire de l'auto-hypnose, répéter un mantra, etc. On détourne l'attention de notre cerveau vers quelque chose qu'on aura décidé plutôt que quelque chose qu'on est en train de subir. Voilà, ça s'appelle le coping, stratégie d'évitement. Voilà pour le stress. Je m'arrête là parce que je souhaite que ces
podcast que ces pauses mentales restent les plus courtes possibles et qu'on ne parte pas sur 1 heure et demie, sur un cours magistral. J'espère que ça vous aura éclairé les yeux sur le stress, sur ses mécanismes, sur pourquoi ça fonctionne, sur quel type peut-être de stressé vous êtes. On est tous un type de stressé. Quel type de stressé êtes-vous? Est-ce que vous êtes reconnu dans le modèle ciné? Est-ce que c'est plutôt le contrôle faible? Est-ce que c'est plutôt l'ego menacé? Est-ce que c'est plutôt la nouveauté, l'imprévisibilité qui vous fait stresser? De pouvoir justement dissocier le stress qui peut être adapté du stress qui peut être justement inadapté et créer des situations d'hyper ou d'hypostress qui sont forcément pas ce qu'on recherche. Là, on va parler de trail, d'ultra et d'endurance. Plus l'effort va être long, plus l'effort va être prolongé, plus on va augmenter en nombre et en temps passé les facteurs de stress. Donc on va augmenter la durée passée dehors. Donc la durée passée dehors veut dire plus de fatigue, plus de peut-être de casse de matériel, plus d'incertitude au niveau de la météo, plus d'incertitude au niveau de ses réactions physiques et psychiques. Donc plus c'est long, plus on va avoir de facteurs de stress qui vont arriver et donc plus on va avoir de capacités d'adaptation à développer. Et c'est tout le but d'une belle préparation mentale, c'est de pouvoir développer son adaptabilité et sa sérénité dans justement ce développement de compétences. Moi, je parle vraiment de compétences pour retrouver justement ce côté adaptatif qui est absolument inhérent à notre fonctionnement d'humain. Voilà. Et pareil, le stress était aussi inhérent à notre fonctionnement parce que notre cerveau, vous l'avez bien compris, étant, vous savez par cœur maintenant, prédictif, quand il a du mal à prévoir, quand on lui met des situations où il ne peut plus prévoir, tout comme il voudrait, eh bien, il déclenche des stress auxquels on va s'adapter. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, à me laisser vos commentaires ou autres DM pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao! Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.